Donc bonjour, bonsoir à tous, et nous allons vous présenter ce soir l'URSS de la Révolution à la course à l'espace et comment l'URSS a-t-elle réussi à s'affirmer comme puissance mondiale en un demi-siècle. Donc pour répondre à cette problématique, on va procéder par un plan thématique. La première, ce sera la partie politique, l'influence politique de l'URSS sur le monde. La seconde, économique, donc l'influence, toujours pareil. La troisième, ce sera militaire. Et la quatrième, culturelle. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une introduction présentée par Solène. Alors, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, était un État fédéral formé par 15 républiques socialistes soviétiques. C'est donc un regroupement de pays voisins à la Russie, berceau de l'Union. Elle est formée le 30 décembre 1922 par Lénine et dissolue par Mikhaïl Gorbatchev en décembre 1991. Elle s'est notamment créée à la suite des vagues révolutionnaires qu'a connues la Russie en février et octobre 1917. Mais dès 1905, la Russie est traversée par les premières protestations. De nouveaux courants politiques ont émergé et aimeraient remplacer le régime monarchique du tsar de cette époque, Nicolas II. Lors d'une manifestation, celui-ci ordonne à l'armée de tirer sur les manifestants pourtant pacifistes. Cela va agrandir le fossé déjà existant entre le tsar et son peuple. Les années suivantes vont voir grandir un mécontentement de la population russe dû à une économie catastrophique, une situation sociale très bancale, une politique en déclin et le début de la guerre. Effectivement, le pays est sous-développé, l'agriculture reste la principale source de revenus, les usines sont assez rares et leur essor est limité. Les paysans se plaignent du manque de terre et les ouvriers du chômage qui les touche et des conditions de vie très dures. Les intellectuels et la haute société, notamment la bourgeoisie, réclament une monarchie constitutionnelle afin que les populations aisées puissent participer à la vie politique du pays. Pour répondre à cette demande et calmer les tensions, le tsar installe en 1905 la Douma. C'est une assemblée législative sur laquelle le tsar fait en sorte de garder le contrôle et qui n'aura plus qu'un rôle symbolique dès 1907. De leur côté, les groupes politiques créés continuent de rassembler des gens et d'affaiblir le pouvoir absolu de Nicolas II. Bien sûr, tout cela est exacerbé lorsque la guerre commence. La famine s'installe profondément dans le pays à partir de 1915 à cause des hivers rudes de 1915, 1916 et 1917. Les soldats subissent désormais les combats. En effet, malgré quelques victoires au début de la guerre, les Russes n'arrivent pas à faire face à l'armée allemande. En février 1917, le pays est traversé par une crise aiguë, autant à cause du désastre militaire que de la situation économique en péril, le manque de matières premières et d'approvisionnement, donc la famine est toujours plus profonde. À partir du 23 février, les ouvriers se mobilisent. Les 2 jours suivants, 150 000 manifestants sont comptabilisés. Les ouvriers sont très vite rejoints par les soldats. Ils s'en prennent ainsi aux lieux symboliques de la capitale ainsi qu'aux représentations du pouvoir, comme les statues des aigles à 2 têtes systématiquement détruites car elles représentent le pouvoir tsariste. Face à la pression du peuple, Nicolas II abdique le 3 mars 1917 en léguant le pouvoir à son frère qui le refuse. Un gouvernement provisoire se met alors en place, dirigé par Kerensky. C'est un responsable d'un des nombreux partis socialistes existants et député de la Douma, dans laquelle il restera malgré son poste dans les gouvernements provisoires, se considérant comme la liaison des 2 assemblées. Des mesures sont rapidement prises, notamment sur les libertés fondamentales, le suffrage universel, l'abolition de la peine de mort. Cependant, ils ne vont pas tout changer. Rien n'est fait pour régler le problème des paysans qui réclament de nouvelles terres à Nalo-Blesse ou pour la fin de la guerre, Kerensky étant opposé à ce dernier point. Le parti bolchevique, alors dirigé par Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, tire profit de ce mécontentement que laisse le gouvernement provisoire et attire alors de plus en plus de monde. Son influence augmente. Sa particularité est qu'il est le seul parti révolutionnaire à ne pas participer au gouvernement provisoire. Ce dernier craint d'ailleurs ce parti, en cause ses idées trop radicales. Le parti bolchevique va pousser le peuple à créer les soviets afin de s'opposer au gouvernement de Kerensky. Ces assemblées de représentants élus dans les usines, l'armée et même la paysannerie vont gagner de plus en plus de pouvoir au fil du temps et font concurrence au gouvernement.
L'été 1917 voit monter les tensions et quelques manifestations sont tentées sans aucune réelle conséquence par la suite, car peu d'organisation. C'est la nuit du 24 au 25 octobre 1917 que le coup d'État entièrement pensé par Lénine dans les moindres détails réussit. Les bolcheviks, pourtant peu nombreux, se positionnent au point clé de la capitale et arrêtent les membres du gouvernement provisoire, excepté Kerensky qui s'enfuit alors. Dès le lendemain, Lénine proclame que la Russie sortira de la guerre et que le droit de propriété privée sur la terre est supprimé à jamais. Le droit à la jouissance du sol est accordé à tous les citoyens qui le travailleront de leurs bras. Le 26 octobre, il met fin définitivement au servage russe. En faisant ce discours, Lénine respecte son programme alors énoncé depuis avril, le pain, la paix et la terre. Il gagne la confiance du peuple alors que les bolcheviks sont la solution à la crise. Cependant, une partie de la population va rapidement se révolter contre ce parti et créer l'Armée blanche, par opposition au drapeau rouge de la révolution que portent les bolcheviks. En réponse à cela, l'Armée rouge est mise en place. C'est Léon Trotsky qui prend alors les directives de cette armée. Le tsar Nicolas II et sa famille sont exécutés en juillet 1918. Une guerre civile se déclenche en Russie, le pays qui est déjà dévasté. La famine est toujours présente et a alors fait déjà 5 millions de victimes. Les bolcheviks prennent des mesures dictatoriales afin de gagner cette guerre. Par exemple, toutes les entreprises deviennent propriété de l'État, les produits sont rationnés et l'économie est exclusivement réservée à la lutte pour la révolution. En 1921, les bolcheviks gagnent finalement la guerre, mais le pays est complètement épuisé. Lénine, chef historique de ce parti, prend officiellement en charge la direction et le gouvernement de la Russie. Il met donc en place une sorte de dictature qui suit la doctrine marxiste venant de Karl Marx, destruction des classes sociales, prise de pouvoir par le prolétariat et donc une installation du communisme. Alors, après cette introduction, nous allons passer donc au développement principal et commencer par la puissance politique de l'URSS ainsi que son influence à travers le monde. Donc, comme expliqué dans l'introduction, à la suite des révolutions et de la chute du tsarisme, Lénine, chef des bolcheviks au sein du Parti communiste, prend le pouvoir. Il s'inspire des idées de Karl Marx et installe un communisme de guerre. Celui-ci comprend donc la caractéristique suivante: interdiction de l'entreprise privée, nationalisation des industries et du commerce, production planifiée de manière centralisée par le gouvernement, rationnement de nourriture, stricte discipline pour les travailleurs, grévistes sont fusillés, et travail obligatoire pour les paysans. Ce régime orchestré par Lénine est une dictature qui laisse très peu de liberté à la population. Ces libertés se réduiront encore avec l'arrivée de Staline en tant que chef du gouvernement. Comme annoncé dans ses revendications, Lénine signe l'armistice avec l'Allemagne et ses alliés le 3 mars 1918. Le traité de Brest-Litovsk est malgré tout très désavantageux pour la Russie qui perd de nombreux territoires comme la Pologne, la Finlande, l'Ukraine, les pays baltes et plusieurs autres donnés à la Turquie, alors alliée des Allemands. Lénine voulait avant tout se concentrer sur la révolution, ce qui explique qu'il laisse si facilement partir ces territoires. Certains de ces territoires deviennent alors indépendants, mais ne le restent pas longtemps. Le projet initial de Lénine aurait été de créer une alliance entre plusieurs pays indépendants afin de mettre fin au chauvinisme grand-russien. En effet, il prône l'union volontaire de nations libres dans une fédération de républiques nationales soviétiques. Mais les bolcheviks interviennent dans de nombreux territoires afin d'installer des gouvernements soviétiques, et donc communistes. La Pologne et la Finlande résistent. En Ukraine et en Transcaucasie sont installés des gouvernements soviétiques de force qui contrent et renversent les pouvoirs alors existants. En Géorgie, cela se fait plus délicatement, avec un traité, mais cela ne change rien en rien le résultat final. L'ancienne république géorgienne est remplacée par une république socialiste soviétique de Géorgie. Staline, secrétaire général du parti à partir de 1922, mais déjà présent auparavant, soutient ces prises de pouvoir des bolcheviks. Entre-temps, la NEP, soit la nouvelle politique économique, est mise en place par Lénine en 1921, mais ne la développeront que dans la partie sur l'économie. Donc l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, est créée le 30 décembre 1922.
par le traité d'union signé entre la RSFS, République socialiste fédérative soviétique de Russie, le RSFS de Transcaucasie, la RSS République socialiste soviétique d'Ukraine et la RSS de Biélorussie. Ce nouvel État fédéral n'est reconnu officiellement qu'en 1923 avec la Constitution soviétique. Par cette alliance, Lénine s'impose comme l'unique dirigeant de cet immense territoire, mais ne peut le gérer complètement à cause de sa maladie. En effet, Lénine est obligé de se reposer dans un village nommé Gorky, qui sera par la suite Nijni Novgorod, pour ceux qui connaissent. C'est Staline qui prend les directions lorsque Lénine ne peut pas, et cela malgré les grandes différences et parfois les conflits entre ces deux hommes. Le PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique, ancien parti bolchevique, devient rapidement le parti unique en URSS. En 1924, Lénine meurt et laisse la place de dirigeant vide sans avoir eu le temps de préparer une succession. Il écrit tout de même une lettre à la destination du premier congrès du parti qui se déroulerait après sa mort. Cette lettre contient un avertissement quant à la politique que pourrait mener Staline. Lénine n'est pas sûr que Staline sache toujours user le pouvoir avec assez de prudence. Il laisse aussi transparaître sa préférence pour Trotsky, Léon Trotsky, bien que celui-ci ne rejoint le parti bolchevique qu'à la révolution d'octobre. Ces deux hommes vont alors se battre pour être à la tête du pouvoir et remplacer le Vodj, chef en russe. Le combat des chefs commence et dure jusqu'en 1929. Les deux hommes étaient déjà des hauts placés au sein du parti bolchevique, mais ils ne raisonnaient pas de la même manière. Quand Trotsky était plus à réfléchir, Staline, lui, était plutôt une brute, qui se débrouillait pour arriver à ses fins par tous les moyens. Par exemple, en 1929, Staline accuse Trotsky de haute trahison, forçant ce dernier à l'exil. Il est alors le seul au pouvoir et devient le dirigeant officiel de l'URSS. N'oublions pas que Staline n'est qu'un pseudonyme, il changea son vrai nom Joseph Vissarionovitch Djougashvili en 1912 en le remplaçant par Joseph Staline qui veut dire homme d'acier. Donc Staline. Le régime alors mis en place par cet homme suit les principales idées de Lénine et par extension le système marxiste, même s'il apporte quelques modifications. Ainsi le système créé est nommé stalinien. Lorsque Staline est à la tête du gouvernement, on parle de régime totalitaire. Et trois caractéristiques peuvent être trouvées. C'est donc la dictature, le contrôle strict de la population et de l'économie. Tout d'abord, la dictature. Staline dirige bien seul l'URSS et un unique parti politique est autorisé, le PCUS. Il va même aller jusqu'à lutter contre les opposants politiques lors des procès de Moscou qui se déroulent de 1936 à 1938. Il organise cela dans le but d'éliminer tous les vétérans ayant participé à la révolution. Il ne veut pas que l'on puisse contester la légitimité à gouverner, lui n'ayant pas participé à la prise du pouvoir du parti bolchevique. Staline fait très attention à ce côté légitime du pouvoir. Il va notamment utiliser une photo prise avec Lénine à Gorky en propagande de manière à montrer la filiation directe de lui-même avec Lénine. Ensuite, l'encadrement strict de la société, un régime de terreur est installé durant toute la domination de Staline et connaît des périodes plus violentes. La population est donc surveillée par une police politique, le NKVD jusqu'en 1946, le KGB ensuite. Et les opposants politiques, identifiés ou suspectés, étaient envoyés dans des camps de travaux forcés, les fameux goulags. Les citoyens étaient également entourés d'une importante propagande par le culte du chef, la couleur de la révolution, la puissance du pays. Staline va énormément utiliser cette propagande et cela va lui être très, très reproché après sa mort, notamment par Nikita Khrouchtchev, le prochain dirigeant soviétique. De plus, les jeunesses staliniennes ont été mises en place afin que les enfants soient, dès leur plus jeune âge, éduqués avec l'idéologie communiste, dans le but de former des citoyens favorables au régime. Enfin, le contrôle de l'économie a été programmé par l'État à l'aide des plans quinquennaux qui définissaient l'économie du pays pour 5 ans. Ces plans répondaient à la politique économique de Staline, planification, industrialisation et collectivisation. Cependant, nous allons aussi développer plusieurs plans, cette gestion centralisée et planifiée dans la partie économique, plus tard. Enfin, Staline établit donc un régime totalitaire à l'intérieur de l'URSS, mais il ne va pas s'imiter à cet état et va essayer de répandre le système communiste autour du monde, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est, libérés du nazisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
comme la RDA, République démocratique d'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne. Il va donc installer un système communiste semblable au sien dans ces pays, dits satellites. Développons l'exemple de la RDA. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les communistes espèrent pouvoir étendre leur domination sur toute l'Allemagne, mais se voient obligés de partager leur territoire, donc notamment avec les Français, les Britanniques et les USA. Ils vont tout de même faire en sorte que, sur la partie qui leur revient, un gouvernement communiste s'y installe. Ils vont alors placer des hommes sûrs du parti à des postes clés afin d'appliquer le programme voulu, création d'un système de partis et d'organisations de masse étroitement contrôlés par les communistes, réforme agraire, nationalisation des banques, des assurances, des entreprises, mise en place d'administrations centrales, élaboration d'une constitution qui tiendrait compte des nouveaux rapports de force, alignement sur l'URSS pour la politique étrangère et les relations internationales. Ils vont donc recréer un régime communiste à l'étranger. Enfin, nous allons voir Nikita Khrouchtchev. Il dirige l'URSS à la suite de la mort de Staline, soit en 1953, cependant la période entre 1953 et 1954 est assez floue. Ce n'était pas lui qui était supposé succéder à Staline, mais un événement va entraîner la formation d'un triumvirat entre deux hommes et Khrouchtchev. La position de ce dernier se renforce et en septembre 1953, il est élu premier secrétaire du PCUS. Le 24 février 1956, Khrouchtchev présente un rapport aux délégués soviétiques lors du 20e congrès du parti. Il y dénonce le culte de la personnalité de Staline, les crimes que celui-ci a commis. Ce rapport, censé être secret, est récupéré par la CIA, donc par les USA, et rediffusé à l'étranger. Khrouchtchev, qui était alors un proche de Staline, devient le premier acteur de la déstalinisation. Ce discours ne veut pas pour autant dire qu'il veut que les pays satellites de l'Union soviétique s'émancipent. L'exemple le plus frappant est celui de la Hongrie, qui, à la suite de ce rapport, proclame la neutralité de son pays et la fin du pacte de Varsovie. La réponse de Moscou est violente. L'insurrection hongroise est calmée par les chars russes à l'automne 1956. Cela nous montre bien que malgré la mort de Staline, le pouvoir de l'URSS continue de dominer. Nikita Khrouchtchev est également celui qui autorise et encourage la construction du mur de Berlin en 1961. En effet, les habitants de la RDA s'enfuient par Berlin, car Berlin-Ouest est une enclave sur le territoire de la RDA, dirigée par Moscou. Cela est intolérable pour Khrouchtchev. Walter Ulbricht, président du Conseil de l'État de la RDA, obtient donc l'accord de Moscou pour la mise en place d'une séparation physique entre les deux Berlins. On observe ici la volonté de Khrouchtchev de continuer de contrôler et de régner sur les territoires déjà sous sa domination. En 1962, Khrouchtchev se voit affaibli par l'obligation de retirer les missiles installés à Cuba. Effectivement, son prestige chute et la contestation s'intensifie. Cependant, nous allons aussi voir la crise de Cuba plus tard, dans la course aux armements. En 1964, il démissionne, en partie à cause de cela, mais aussi de l'échec de sa politique agricole. Il se retire du pouvoir et part en retraite totale jusqu'à sa mort, le 11 septembre 1971. À partir de 1964, c'est Brejnev qui arrive au pouvoir, mais nous n'allons pas le développer aujourd'hui, car il est hors contexte et ne correspond pas aux bornes établies dans cette présentation. Maintenant, nous allons voir donc la partie économique de l'URSS, comment cette puissance réussit à avoir une influence sur l'Europe et même dominer tout son territoire qui est extrêmement vaste, qui est l'URSS. Nous allons commencer par la NEP, donc la nouvelle politique économique évoquée précédemment. Elle est mise en place en 1921 et dure jusqu'en 1927 et fait suite aux guerres civiles et difficultés russes. Avant la mise en place de la NEP, il y avait des problèmes économiques importants. L'agriculture ne produisait plus assez, seulement les 2/3 de l'avant-guerre. Les bolcheviks attribuent les terres des riches propriétaires aux paysans, mais ils n'arrivent pas à les exploiter correctement. En Ukraine et en Sibérie orientale, une population se rebelle qui stoppe les acheminements de blé. Les troupes de l'État font face à une résistance dure et vive. Sur le plan industriel, c'est le même schéma. La Russie ne produit plus assez. Avant la guerre, 13% des richesses étaient donc l'industrie. Maintenant, seulement 3% pour les fontes. Les industries sont pillées et désertées. La situation est dramatique. Dans certaines villes, il manque de certaines ressources élémentaires telles que du savon ou des vêtements. Moscou perd 800 000 habitants, de 2 millions à 1,2 million.
Saint-Pétersbourg passe de 2,2 millions à 750 000 habitants. À la fin de 1921, il y a une famine importante et quelques millions de morts. Il y a aussi une crise politique. Les partis de gauche non bolcheviques, les mencheviks, les SR, les anarchistes, ressentent un mécontentement et réclament plus de liberté syndicale entre autres. Malgré quelques concessions de l'État, le parti bolchevique est qualifié de malade au sein des tensions. À Kronstadt, les marins et les ouvriers se révoltent durement contre le régime et prennent le contrôle de la base. Les bolcheviks ont peur que cette révolte entraîne les autres partis adversaires du régime, surtout que cette révolte surgit alors d'une phase importante de la guérilla autour de Tambov. L'État soviétique, voyant leur pays s'effondrer, décide le 18 mars la reprise de la base ainsi que la mise en place de la nouvelle politique économique et de mesures visant à limiter les activités fractionnistes et déviationnistes. La NEP est donc mise en place. L'idée est d'instaurer une politique et une économie plus souples et d'allier les paysans au régime, primordial pour la survie du régime. Une société socialiste est alors fondée. L'État veut mettre en place une concurrence entre le secteur privé, petites et moyennes entreprises, et le secteur public de l'État. La NEP est donc appliquée. Pour le secteur libre, il n'y a plus de réquisition agricole. L'impôt en nature est mis en place. La liberté du commerce intérieur est rétablie. Les artisans indépendants peuvent vendre leur production. Les entreprises de moins de 20 ouvriers sont dénationalisées. Enfin, des concessions sont accordées aux entreprises capitalistes étrangères, par exemple, une entreprise Ford s'installe à Gorky. Pour le secteur socialisé, tels que les transports, les banques, les grandes industries, le commerce extérieur, des sommes importantes sont dépensées, notamment dans l'électrification et la modernisation. Le bilan de cette NEP fait débat, par ses aspects positifs et négatifs. Cependant, les aspects positifs l'emportent quand même. Nous allons d'abord commencer par les points négatifs de la NEP. Elle favorise le commerce des trafiquants et des intermédiaires, dits les NEPmen, donc ceux qui profitent de la vente à petite échelle de la NEP, qui dépendent des sommes importantes et vont dans des nightclubs clandestins. De plus, il y a une forte disparité entre les prix agricoles qui chutent et les prix industriels qui augmentent. C'est la crise des ciseaux, car on peut comparer les prix aux lames des ciseaux, une qui monte et l'autre qui descend. Les prix s'écartent comme les lames du ciseau. Pour les points positifs, la production de blé augmente fortement. 200 millions de quintaux de blé en 1925, 260 millions en 1926. Le score de l'année 1913 est dépassé. La production de charbon triple entre 1921 et 1928, celle du pétrole double et celle de l'acier est multipliée par 7. Ainsi, le niveau de vie évolue. Les villes sont désertées, les villes désertées sont réhabitées plutôt, telles que Moscou ou Kharkov. Une nouvelle monnaie est adoptée pour les transactions internationales, mais pas pour le peuple en général. C'est le Tchervonets, où vous voyez une pièce à droite de 1925. Nous allons maintenant voir la planification, l'économie de Staline. Donc, Staline met en place une économie se résumant en 3 mots. Planification, industrialisation et collectivisation. En URSS, l'économie est planifiée sur 5 ans. Ainsi, la quantité des productions sont décidées à travers les plans quinquennaux. L'industrialisation permet la priorité au secteur secondaire de l'industrie, principal créateur de richesses. Enfin, la collectivisation, l'État met en commun toutes les richesses produites par un secteur de production et les redistribue à part égale. Pour l'exemple des paysans, les koulaks, propriétaires de terres, sont dépossédés par l'État. Ainsi, l'État met en commun toutes les productions et les richesses et les redistribue à part égale sans individualiser. Donc les paysans ne travaillent plus pour eux, mais pour le groupe de paysans. L'économie planifiée consiste à la planification et la gestion des ressources par l'État. Ainsi, tous les services sont sous le contrôle de l'État, les travailleurs sont donc tous fonctionnaires. C'est, en théorie, au bénéfice du travailleur, car le licenciement est moins probable et les salaires sont plus importants en moyenne. Le but n'étant pas de produire fortement, dans le but de créer le profit, mais de subvenir aux besoins de l'État. En 1927, on met fin à la NEP, estimant qu'elle a réussi à relancer l'économie soviétique. Afin de passer à un gouvernement socialiste, il faut maintenant assurer la production rapide des ressources. Pour cela, il faut créer une société sans classe, en stoppant l'essor de bourgeoisie des NEPmen, des koulaks, mais aussi en abolissant les différences entre paysans et ouvriers.
Lénine cite en 1918 : pour abolir les classes, nous devons abolir les différences entre l'ouvrier et le paysan. Nous devons tous les transformer en ouvriers. J'ai décidé d'analyser l'économie soviétique par l'analyse de 4 plans quinquennaux. Donc, le premier plan quinquennal, il est ciblé sur 2 secteurs, l'agriculture et l'industrie. Nous allons d'abord commencer par l'agriculture. Donc, il y a une liquidation du secteur privé et un développement de la production économique de base. L'inauguration de la collectivisation. Donc, l'État crée les sovkhozs et les kolkhozs. Les kolkhozs, ce sont de grandes fermes d'État de superficie pouvant atteindre plusieurs milliers d'hectares. Les terres, matériels et revenus appartiennent à l'État, qui verse ensuite les salaires aux ouvriers. Cependant, ces sovkhozs connaissent moins de succès que les kolkhozs, qui sont de grandes exploitations collectives. Donc, où la terre peut atteindre de 1 à plusieurs villages. Donc, l'État fournit les semences et le matériel, en concurrence avec les koulaks. Cependant, en 1929, la dékoulakisation est mise en place. Ainsi, on veut abolir la bourgeoisie des koulaks, donc ce sont des anciens paysans. Ces derniers embauchent moins de main-d'œuvre et la location des terres est interdite dans des zones collectivisées. Les koulaks sont dépossédés. Il y a donc présence de révoltes et de violences, notamment en Ukraine, où l'État brise par la force, liquide ou déporte les koulaks. En tout cas, ceux qui se révoltent. De plus, l'État réquisitionne les biens, le bétail, la volaille, les maisons et tout ce qui est de propriété individuelle dans les collectivités. Cependant, cela mène à des révoltes et l'État comprend qu'il faut assouplir le régime des kolkhozs. Donc après une pause en 1930, en 1931, les kolkhozs sont assouplis. En 1928, il y a 1,4 million d'hectares de sovkhozs. En 1933, 75 millions sur le territoire soviétique. Pour l'industrie, il y a une association entre les mesures de coercition et l'exaltation de l'héroïsme au travail. Donc la coercition, les ouvriers sont assignés à une résidence fixe en 1930. Un livret de travail est établi. Le passeport intérieur est obligatoire. L'exaltation de l'héroïsme du travail par la création de brigades de choc, citation de meilleurs ouvriers, dit les soudarniks. Donc les soudarniks, donc il y a des défis entre les usines, de usine à usine, et donc pour les meilleurs ouvriers, il y a un octroi de récompenses, comme des salaires supplémentaires, ou bien des horaires de travail plus souples. Ce premier plan est donc focalisé sur l'industrie de base et les matières premières et l'industrie lourde, entraîne une augmentation de 50% de la production d'acier, le double du charbon et de fer, et la production d'électricité triple. Nous allons voir maintenant le second plan, de 1933 à 1937, où le développement de l'industrie légère et des biens de consommation sont favorisés. On développe ainsi l'enseignement technique, il y a des formations d'ouvriers, et le mouvement des Odarniks est succédé par celui des stakhanovistes. Donc les Odarniks, c'était plutôt un mouvement où les ouvriers étaient favorisés par la force physique et le courage. Les stakhanovistes, ce sont plus une meilleure utilisation technique des ressources qui sont mises à disposition. Et il y a le nom stakhanoviste est tiré d'un russe nommé Stakhanov qui, en 1935, réussit à battre 14 fois plus de charbon que la norme. Aussi, il y a une amélioration du niveau de vie, une augmentation des salaires et une baisse du prix des nourritures grâce à ce second plan. Il y a une suppression des cartes de rationnement en 1935 et les kolkhozs sont encore assouplis en 1937. Ainsi, en 1939, l'URSS devient la troisième puissance industrielle mondiale. Le troisième plan quinquennal donc, est organisé par Molotov. Cependant, ce plan quinquennal sera interrompu par la Seconde Guerre mondiale, donc qui va interrompre ce troisième plan et attaquer gravement l'économie soviétique.
il y a une baisse de 48% de la production industrielle et 18 millions de morts après la guerre. Donc, après la guerre, de 1946 à 1950, l'objectif est de rattraper l'industrie de base. Et donc, l'objectif est aussi un indice 150 en base 100 en 1940. Donc, le quatrième plan, 1946 à 1950, permet notamment deux baisses de prix et une revalorisation du rouble, qui est la monnaie locale à l'époque. Toute cette économie, tous ces plans en URSS après la guerre sont sur un cadre très élargi, car l'URSS a gagné 700 000 km² et 26 millions d'habitants. Et l'URSS parvient à dominer son territoire par la redistribution géographique des centres de production. Donc il y a un essor dans les terres d'Asie, et au nord, et dans l'Oural. Donc l'Oural, c'est à l'est de la zone de Moscou. Par exemple, le cas de la mer d'Aral, qui est à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Donc cette mer, en 1960, va s'assécher lentement, et donc comme on voit sur la photo à l'écran, en 1989 elle était encore assez remplie, et en 2008 elle est asséchée, complètement vidée. Notamment car les rivières qui l'alimentaient ont été contournées par des pipelines. Donc les pipelines, ce sont des grands tuyaux qui permettent de dévier l'eau, et donc qui permettaient de favoriser la production de coton, qui nécessitait beaucoup d'eau. En 1950, l'URSS est la seconde puissance industrielle mondiale, notamment grâce à son hydroélectricité, donc grâce au Don et à la Volga, et à l'irrigation du Turkménistan et de l'Ukraine. Donc l'économie soviétique se diffuse, donc comme on vient de le voir, dans tout le territoire soviétique, mais aussi en Europe de l'Est, dans les pays satellisés. Donc l'URSS gagne les républiques baltes, une partie de la Biélorussie, une partie de l'Ukraine, et donc étend son bloc de l'Est sur l'Europe de l'Est, la Pologne, la RDA, et donc le Comcon est créé. C'est une sorte d'association économique qui va permettre le commerce entre l'Europe de l'Est et l'URSS. Et donc le commerce avec l'Europe occidentale, avec l'Occident, va décroître fortement, car l'URSS va pouvoir commercer donc avec ces zones d'Europe de l'Est. Maintenant, nous allons voir la puissance militaire. Donc la puissance militaire, j'ai décidé de l'organiser sur deux parties. La première partie, ce sera donc durant la Seconde Guerre mondiale, comment l'URSS parvient à s'imposer, donc à Stalingrad et à Koursk. Nous allons ensuite voir la course aux armements entre les États-Unis et l'URSS. Donc, Stalingrad. Donc Stalingrad est une ville qui s'étend sur 45 km sur la rive ouest du fleuve de la Volga. Cette bataille se déroulera de septembre 1942 à février 1943 et opposera principalement les généraux Friedrich Paulus du côté allemand à Vassili Tchaïkov du côté soviétique. Donc après l'échec de l'opération Barbarossa en 1941 et l'échec de la bataille de Moscou grâce aux hivers rudes soviétiques, en 1942, Hitler pense avoir une nouvelle opportunité de conquérir l'URSS et Moscou par le sud. C'est donc le plan bleu. Donc voilà les deux localisations des villes que nous allons exploiter. Donc Volgograd qui était anciennement Stalingrad. Donc Hitler va lancer le plan bleu, ou le cas bleu en français, qui est appelé Fallblau en allemand. Donc qui va être notamment orienté sur l'attaque du sud, dans les champs pétrolifères et sur Stalingrad. Donc l'armée se divise en deux parties, une partie sur la zone caucasienne et sur les zones pétrolifères, et la deuxième partie se focalisera sur Stalingrad. Le 13 septembre, une offensive principale est menée
en tenaille nord-sud sur Stalingrad par Paulus, qui compte à ce jour, enfin au jour du 13 septembre, un demi-million d'hommes, 1000 avions et 2000 pièces d'artillerie. Les nombreuses divisions de Tchaïkov ne contiennent que 75 000 hommes à la base, 150 chars T-34 soviétiques, mais son atout est principalement l'artillerie, par les 24 lance-roquettes Katyusha. L'armée soviétique possède aussi 300 canons à ce moment-là. Staline n'envoie que de maigres renforts à Tchaïkov, car il pense qu'il y aura une offensive principale sur Moscou, et que Stalingrad n'est qu'une diversion. Donc, les soviétiques sont plutôt formés à combattre dans des zones urbaines, tandis que les Allemands ont adopté une technique de stratégie qui est une attaque blitz. Donc blitz, c'est-à-dire qu'ils bombardent d'abord la zone de Stalingrad pour ensuite envoyer l'armée à l'intérieur. Cependant, les ruines que vont laisser Stalingrad vont être utilisées notamment par les soviétiques et ensuite par les Allemands comme lieu où ils pourraient se cacher, s'abriter et donc pouvoir tirer avec beaucoup plus de précision sur les Allemands. Donc il y a un manque de visibilité, la ville est en ruine à cause de l'attaque Blitz, et les soldats alliés et ennemis sont tout d'abord mélangés lors du premier assaut, car ils sont enfermés en ville et il y a donc aussi présence de civils. C'est une guerre urbaine. Donc les Allemands bombardent la ville, entrent rapidement, ils prennent la périphérie de Stalingrad et entrent ensuite. L'armée rouge recule et encercle la ville. Et ils rentrent ensuite dans la ville, les nazis sont d'abord encerclés. Ça, c'est pour le résumé plutôt général. Donc, en précision, le 14 octobre, Paulus lance une offensive sur les usines de tracteurs. Donc, le 23, c'est presque la victoire allemande, sauf qu'une contre-offensive russe apparaît comme une rumeur, mais Hitler n'en tient pas compte et continue à attaquer. Cette contre-offensive russe, qui était d'ailleurs vraie, a lieu le 19 novembre avec 13 000 canons russes de 80 mm. Donc c'est l'opération Uranus, plus d'1 million d'hommes russes, de 900 chars et plus de 1200 avions. L'objectif est donc d'encercler la 6e armée de la Wehrmacht allemande. Le 23 novembre, Paulus est fait prisonnier, les Allemands reculent. Hitler veut rester sur la Volga et donc sur Stalingrad, mais il manque de ressources. Les Soviétiques bombardent ces ressources pour éviter justement que les Allemands prolifèrent. Le 16 janvier est lancée une ultime offensive soviétique. Plusieurs avions allemands qui étaient censés approvisionner la Wehrmacht sont abattus. Et notamment le froid arrive, comme en 1941, qui va être d'un avantage crucial pour les Soviétiques. Fin janvier, Stalingrad est entièrement encerclé. Il ne reste plus que 2 poches de résistance allemande. Le 30 janvier 1943, Paulus dit ne jamais se rendre et le lendemain, le lendemain et le 2 février, les 2 poches de résistance se rendent, donc contraire aux promesses de Paulus. Dans l'été 1942, on comptera 1,5 million de morts, soit un quart des effectifs, dont 100 000 seulement à Stalingrad. C'est donc le triomphe russe, une des premières grandes victoires russes. Et en Allemagne, Hitler demande 3 jours de deuil national. Voilà pour Stalingrad. Donc ça, c'est un T-34-85. Nous allons maintenant voir Koursk. Koursk est donc l'offensive décisive d'Hitler après la défaite de Moscou et de Stalingrad. Donc Moscou en 1941 et Stalingrad donc en 1942-43. L'opération Citadelle est lancée, le combat sera difficile et sanglant. C'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Si la Wehrmacht gagne, la route vers Moscou lui est ouverte, sauf que si l'armée rouge gagne, elle peut repousser l'Allemagne hors de la Russie occidentale assez facilement. Ce sera Vatutin du côté soviétique et von Manstein du côté de la Wehrmacht qui vont s'affronter.
Donc, la Wehrmacht prend Kharkov par le sud, donc Kharkov qui est actuellement en Ukraine, après une lutte d'1 mois. Vatoutine propose à Staline donc de subir une offensive, la gérer plutôt facilement, et ensuite de lancer une contre-offensive dure, et il réussit à persuader Staline. En printemps 1943, l'offensive décisive sur le front de l'Est est décidée par Hitler pour se venger de Stalingrad en partie. Une attaque en tenaille, donc comme à Stalingrad encore une fois, est menée, donc au nord et au sud de Koursk, pour ensuite, dans l'objectif de se diriger vers l'Est à Moscou. En juillet 1943, 1 million d'hommes, 2700 chars et 3000 pièces d'artillerie, 1800 avions sont mobilisés du côté allemand. Sauf que du côté soviétique, on compte 2 fois plus d'hommes et de chars et de véhicules blindés, 3500 avions qui soutiennent les troupes au sol. Les soviétiques ont une idée précise des plans allemands par les renseignements britanniques et améliorent donc la transmission de messages codés, où la machine allemande Enigma déchiffrait et communiquait à Staline et au commandement soviétique. Staline veut une attaque préventive, mais Yukov, le chef d'état-major, désapprouve Staline, et donc il préfère une stratégie défensive. Donc ce dernier installe un immense système défensif sur plus de 100 km de lignes de chemin de fer. Les Allemands étudient le T-34 soviétique, donc que vous voyez à l'écran actuellement, notamment sur le coup du blindage incliné, mais ils perdront beaucoup de temps sur cette analyse. La Wehrmacht acquiert un tank très puissant et très connu, le Panzer Mark V Panther, donc avec un blindage incliné, un canon de 75 mm et 2 mitrailleuses. La Wehrmacht aura aussi un char lourd Mark VI Tigre, donc Tiger très puissant, et un canot d'assaut Ferdinand, appelé aussi Éléphant. Du côté aérien, la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande, met en place le Stuka Ju-87, un casseur de chars capable de détruire n'importe quel blindé ou char soviétique, avec un canon de 37 mm. Mais du côté soviétique, ils ont l'Ilyushin IL-2 Sturmovik, avec un canon de 37 mm surnommé la mort noire par les Allemands, du fait de son efficacité. Donc, les Waffen-SS chez les Allemands, donc c'est une partie de la Wehrmacht allemande, sont reconnus de tous et donc rejoignent la Wehrmacht dans ce combat. Donc, les Soviétiques ont évolué avec l'expérience de Stalingrad et sont donc maintenant plus confiants. Et ils sont résolus au sacrifice de leur vie pour la patrie. On trouve même des femmes dans l'infanterie des chars, aérienne, le médical et le décryptage des signaux. Le 4 juillet, les chars allemands avancent. Les lance-roquettes et les chars ouvrent le feu l'après-midi. L'armada aérienne attaque au sol et bombardement de la Luftwaffe. L'infanterie va conquérir les lieux d'observation. Le lendemain, ils attendent de lancer, mais les soviétiques connaissent l'or par le renseignement, notamment le renseignement britannique. Donc 10 minutes avant l'assaut de Vatoutine, 600 canons et mortiers contre la préparation de l'artillerie pendant plusieurs heures au début de la bataille de Koursk. Les Allemands ouvrent le feu et envoient la 4e armée de Panzer. Donc les pertes sont lourdes et l'artillerie et les canons de chars de Manstein en font partie. Vatoutine déploie des chars donc T-34-85 et les avions viennent se joindre au combat. Il y a une anecdote comme quoi un canon russe réussirait à détruire 15 Panzers avant d'être détruit. Après l'attaque au nord et au sud ratée par les Allemands, Vatoutine envoie une offensive de chars T-34 appuyée par l'infanterie fraîche et les tirs d'artillerie. Dans les deux camps, il y a des pertes comparables à la Première Guerre mondiale. Du côté de von Manstein, l'avancée est de seulement 12 km au nord et de 30 km au sud. Les avions soviétiques font des ravages en attaquant le flanc des chars allemands avec la méthode Serpent ou du S, donc les avions forment un S. Le 12 juillet, les forces allemandes commencent à faiblir, mais continuent d'avancer. Von Manstein mise tout sur l'offensive Prokhorovka, car il y a la possibilité d'atteindre Koursk en perçant les lignes russes. Seulement les soviétiques comprennent l'idée et envoient la 5e armée blindée en renfort. 1200 chars foncent les uns sur les autres, la plus grande bataille de chars a lieu à Prokhorovka.
Les Panzers attaquent deux armées de blindés soviétiques et subissent les deux armées blindées soviétiques et l'armée aérienne et arrivent en face de la ligne derrière laquelle la route de Kursk par campagne est ouverte. Il y a des batailles de Panzer contre des T-34 à moins de 100 mètres. Et après 12 heures, plus de 700 chars allemands et russes sont détruits. Il y a des dizaines de milliers de cadavres allemands et soviétiques. Vatoutine est donc en position pour repousser Manstein au nord et à Prokhorovka. La contre-attaque est lancée, soutenue par les Sturmovik, donc les avions, et l'artillerie. Les troupes de Manstein reculent. Bielgorod le 6 août et Kharkov le 23 août sont repris grâce à la contre-attaque soviétique. La défaite allemande est donc officielle. Aux Allemands, cela aura coûté 100 000 hommes, 800 canons, 1200 avions et 2500 chars, en plus des prisonniers. Du côté soviétique, il y a 250 000 morts, 650 000 blessés, mais l'armée rouge possède des réserves humaines inépuisables. Elle entame donc la marche vers l'ouest jusqu'au Berlin. Voilà pour la Seconde Guerre mondiale. Nous allons donc maintenant voir la course aux armements durant la guerre froide entre les USA et l'URSS. Donc en 1957 est l'année où l'URSS va décider de reprendre l'initiative stratégique, ayant du retard par rapport aux États-Unis et leur forte puissance nucléaire de 1945 que l'URSS développera seulement en 1949. Ainsi, en 1957, l'URSS met en place le premier essai de missile intercontinental que les USA ne mettront en place qu'1 an plus tard. Ils mettent aussi en place le premier Mersol balistique stratégique, soit une ogive nucléaire propulsée depuis un sous-marin. Les USA prendront 3 ans de plus pour le développer. Le développement du missile intercontinental opérationnel est développé en 1959 en Union soviétique, seulement en 1960 aux USA. Ainsi, les États-Unis d'Amérique prennent conscience qu'ils ont un retard conséquent par rapport à l'Union soviétique. Cette prise de conscience va enclencher une course aux armements ainsi qu'une réflexion sur les différentes stratégies entre celles de dissuasion et celles de la représailles. C'est donc une distinction entre le first strike, soit l'initiative, et le second strike, la réplique. Trois stratégies vont aussi être mises en place. Celle de la stratégie contre-force, le but est de viser la force nucléaire atomique ennemie. Celle de la stratégie contre-ressources, les centres industriels sont visés par la force nucléaire. Ou encore celle de la stratégie contre-ville, ayant pour but la terreur psychologique de la population adverse. Durant cette course aux armements intenses, les USA et l'URSS vont prendre conscience de leur surcapacité de destruction réciproque. C'est l'overkilling. Ainsi, l'influence de cette puissance nucléaire se traduit par exemple avec la crise de Cuba en 1962. Le dictateur Fidel Castro, ayant pris le pouvoir en 1959, installe une dictature d'abord prônant le non-alignement sur l'île de Cuba, voisine de la Californie. Il nationalise les entreprises américaines, provoquant la fureur donc des Américains. Les États-Unis tentent de reprendre le territoire en avril 1961, mais c'est un échec total. Les troupes se font décimer sur la Bay of Pigs, la baie des cochons. Ainsi, Fidel Castro se rapproche de l'URSS. De plus, Cuba sera un allié important, car situé aux portes des USA. Les régimes cubain et soviétique signent plusieurs accords commerciaux et militaires. Donc des bateaux soviétiques approvisionnent Cuba en missiles balistiques développés rapidement grâce aux enjeux de la course aux armements de moyenne et longue portée. Les États-Unis décident le 14 avril 1962 de faire un blocus maritime autour de l'île, stoppant ainsi les paquebots soviétiques. Durant les 15 jours qui suivent, d'intenses négociations entre Moscou et Washington sont en cours et des accords sont trouvés. Le désarmement des missiles et le retour des paquebots soviétiques en URSS contre la fin du blocus maritime et la non-attaque américaine de Cuba. Cet affrontement a placé les deux puissances aux portes d'une potentielle troisième guerre mondiale dévastatrice, car nucléaire. C'est le pic des tensions entre URSS et USA. Cette crise, à laquelle se rajoutent toutes les tensions entre communistes et capitalistes, est la source de la création d'un monde bipolaire, le premier pôle capitaliste démocratique et allié aux puissances occidentales, le second pôle communiste planifié et collectiviste. Pour le bien des deux puissances, voire des deux blocs,
une entente est obligatoire pour éviter de basculer dans une guerre nucléaire dévastatrice. Les traités de Moscou de 1963 sont un premier pas dans la seconde phase de la guerre froide, la détente, favorisant le calme nucléaire. Nous allons donc passer maintenant à la puissance culturelle. Donc on va rejoindre assez étroitement la course aux armements. Donc là, nous allons parler de la course à l'espace qui se déroule durant environ la même période. Donc cette culture soviétique, j'ai décidé de la traduire donc, par la course à l'espace en concurrence directe et unique avec les États-Unis durant la guerre froide, où se montrer plus important et plus développé que l'adversaire était l'objectif primordial. Cette course avait pour objectif de découvrir l'espace et d'accomplir certaines premières avant l'opposant. Les conséquences de la course à l'espace sont encore visibles aujourd'hui, car c'est l'événement qui a déclenché la conquête spatiale actuelle qui a encore lieu. Tout cela débute en 1957 avec Sputnik 1, le 4 octobre, qui est le premier satellite artificiel dans l'espace. Et donc Sputnik 2, le 3 novembre, à bord duquel se trouve la chienne Laika, le premier être vivant à être allé dans l'espace. En 1958, soit un an après Sputnik 1, les USA mettent en orbite 2 satellites pour attraper l'URSS. Le premier équipé de panneaux solaires, le Vanguard 1, le second est un satellite de télécommunication. Les USA obtiennent avec Explorer 6 la première photo de la Terre depuis l'espace le 7 août 1959. L'URSS est la première puissance à toucher la Lune avec le crash de Luna 2, qui a permis la découverte du vent solaire et de la non-présence de champs magnétiques sur la Lune. Luna 2 a aussi permis d'envoyer des photos de la face cachée de la Lune, en tout cas c'était Luna 3, en septembre et octobre 1959. Le 5 juillet 1960, Grab 1 est le premier satellite espion, satellite de reconnaissance, du côté américain. Depuis 1957, le programme Vostok est lancé dans le but de l'exploration du système solaire. Il aboutit le 12 avril 1961 avec le premier vol habité dans l'espace par un être humain, c'est Yuri Gagarin. Les USA lancent alors le projet Apollo, qui a pour but d'envoyer des humains sur la Lune. Le 27 mai 1961, Kennedy, donc le président des États-Unis, promet devant le monde entier que les USA enverront un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, donc 1970 pour l'époque. Il met en jeu sa carrière et sa réputation par cette promesse. Le 4 décembre 1962, les Américains parviennent à survoler Vénus avec Mariner 2. Ils parviennent aussi à survoler Mars le 14 juillet 1965 avec Mariner 4. La même année, le 18 mars 1965, la première sortie extravéhiculaire est exécutée par les Russes avec Alexeï Leonov. Cependant, avec Apollo 8, les USA prennent le devant de la course à l'espace avec la mise en orbite lunaire de l'équipage. Et le 21 juillet 1969, Apollo 11 met un pied sur la Lune. Ce sont les premiers êtres humains à toucher la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. La promesse du président Kennedy est donc accomplie en 1969. Donc au final, lors de cette guerre froide, notamment dans la course à l'espace, on ne peut pas désigner de vainqueur précis, car en global, l'Union soviétique fera les premières découvertes en premier, mais les USA parviennent quand même à mettre la première personne sur la Lune le 21 juillet 1969 avec Apollo 11. Voilà, c'est ici que se finit notre conférence. Donc pour conclure, pour répondre à la problématique de base, l'URSS est donc une puissance mondiale, une superpuissance par le côté politique, où il parvient à dominer toute sa population sur tout l'URSS, ainsi qu'à avoir une influence mondiale notamment sur l'Europe de l'Est, ainsi que sur la Corée. Aussi sur le plan économique, où la RDA va suivre le plan économique de l'URSS, qui elle aussi parvient à dominer tout son territoire, qui est d'ailleurs extrêmement vaste. C'est une puissance militaire par les grandes batailles
de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la course aux armements intense avec les soviétiques, qui a même une influence jusqu'à toucher Cuba, qui est de l'autre côté du globe par rapport aux soviétiques et aux portes des USA. Enfin, c'est une puissance culturelle car elle parvient aussi à avoir une forte culture, donc avec la course à l'espace par exemple, mais aussi avec les modèles qui sont empruntés, par exemple, je prends souvent l'exemple de la RDA, avec le modèle économique, politique qui est exactement similaire. Voilà, donc j'aimerais remercier le serveur l'Agora pour m'avoir permis de faire cette conférence ce soir. Je remercie aussi Solène qui m'a accompagné, oui, le max de culture. Dans cette conférence, je remercie Angel, donc Fox et Maxime et Smadira, ne t'oublions pas, pour avoir permis d'organiser cette conférence. Ma professeure d'histoire-géographie pour avoir vérifié quelques informations. Malo pour m'avoir aidé aussi à trouver des sources fiables, qui n'est d'ailleurs plus là maintenant, je crois. Ah si, Malo, toujours là. Et pour m'avoir aidé à corriger quelques petites choses, ainsi que certains serveurs où j'ai pu faire ma pub, comme sur le serveur Moonlight.